Mon fils a falsifié ma signature pour vendre ma maison d'une valeur de 720 000 euros. Il n'avait aucune idée que je montais un dossier depuis des mois. La notaire m'a appelé un jeudi matin d'avril, alors que j'étais assis sur ma terrasse arrière, sirotant mon café et regardant les arroseurs automatiques dessiner des arcs d'eau scintillants sur la pelouse fraîchement tondue. L'air était doux, imprégné du parfum de la terre humide et des premières roses du printemps. Un matin paisible, comme tant d'autres depuis ma retraite, un de ces moments simples que l'on apprend à chérir. « Monsieur Calloway », a-t-elle dit, sa voix professionnelle mais polie, résonnant dans le combiné. « Je vous appelle pour confirmer les instructions de virement bancaire concernant votre propriété sise au 4814, allée des Platanes, à Lormont, près de Bordeaux. Nous avons ici l'autorisation signée, mais notre équipe de conformité a relevé une divergence dans la date de l'authentification. Pourriez-vous confirmer la date à laquelle vous avez signé les actes de vente ? » Ma tasse de café, à mi-chemin de mes lèvres, s'est immobilisée. Le liquide chaud a frôlé ma lèvre inférieure, mais je ne l'ai pas bu. Mon esprit s'est vidé, puis s'est rempli d'un bourdonnement assourdissant. Je n'avais jamais signé le moindre acte de vente. Je n'avais jamais autorisé de virement bancaire. Je n'avais jamais parlé à une notaire de ma maison de l'allée des Platanes. Je n'avais, dans aucune conversation, aucune réunion, aucune communication écrite, donné mon accord pour vendre ma maison. Mais quelqu'un l'avait fait. Quelqu'un avait apposé ma signature, l'avait fait authentifier et avait soumis des documents à une étude notariale en mon nom, pour une propriété évaluée à 721 000 euros. Sans ma connaissance et sans mon consentement. L'ampleur de l'audace, la froideur de la trahison m'ont frappé comme un coup de poing en plein estomac. J'ai posé ma tasse de café sur la rambarde de la terrasse, le geste lent et délibéré, comme si je craignais de la briser. Le soleil matinal continuait de réchauffer ma peau, mais un froid glacial s'était installé en moi. « Madame » ai-je dit, en gardant ma voix aussi ferme que possible, de la manière qu'un homme qui a passé 31 ans à gérer des projets d'infrastructure municipale garde sa voix ferme quand quelque chose a terriblement mal tourné. J'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous avez dans ce dossier. Absolument tout. Elle a marqué une pause. J'ai pu entendre le changement dans sa respiration, le moment précis où une professionnelle, lors d'un appel de routine, comprend que cet appel n'a plus rien de routinier. Le silence s'est étiré, lourd de sous-entendus. « Monsieur Calloway », a-t-elle repris avec prudence, sa voix plus basse, « êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas initié cette transaction ? » « C'est exactement ce que je suis en train de dire, » ai-je répondu, chaque mot pesant son poids de plomb. « Et j'ai besoin que vous bloquiez tout ce que vous avez, immédiatement, sans délai. Je serai honnête avec vous. Avant de vous raconter la suite de cette histoire, je dois vous faire comprendre ce que je pensais dans les 60 secondes qui ont suivi la fin de cet appel. Je savais déjà qui avait fait ça. Et cette connaissance, certaine, froide, absolue, était la chose la plus douloureuse que j'ai ressentie en 34 ans. Depuis le jour où j'ai enterré ma femme, Patricia. Le souvenir de la terre tombant sur son cercueil, le vide laissé dans ma poitrine. Tout cela est revenu, amplifié par cette nouvelle blessure. C'était une douleur différente, plus insidieuse, car elle venait de l'intérieur, d'un endroit où l'amour aurait dû régner. Je vous suis reconnaissant d'être encore là avec moi. Ces mots sont difficiles à prononcer, et savoir que quelqu'un m'écoute, que ces mots ne se perdent pas dans le vide, me donne la force de continuer. Une note importante avant de poursuivre. Certaines parties de cette histoire ont été romancées pour protéger les personnes impliquées et pour affiner le récit. Toute similitude avec des personnes réelles ou des lieux spécifiques est fortuite. Mais la vérité sous-jacente, la falsification, la maison, le dossier que j'ai monté et le matin où tout a pris fin, cela est réel. Et je pense qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi j'avais besoin de le dire. Mon nom est Monsieur Calloway. J'ai 68 ans. J'ai passé 31 ans en tant que chef de projet senior pour le service des infrastructures du département. Système d'eau, réseau routier, contrat de construction publique. Un travail qui exigeait précision,
patience et la capacité de garder une très longue chronologie en tête tout en étant attentif aux petits détails qui font la différence entre une structure qui tient et une qui s'effondre. Je prenais une fierté immense à voir ces projets prendre forme, à savoir que je contribuais à la solidité de notre communauté. J'ai pris ma retraite il y a 4 ans, avec une pension confortable, avec une réputation que j'avais bâtie pendant 3 décennies, et avec la maison de l'Allée des Platanes que ma femme Patricia et moi avions achetée 26 ans avant sa mort. C'était notre foyer, le témoin silencieux de nos vies, de nos joies et de nos peines. Patricia est décédée d'un cancer il y a 8 ans. Il s'est écoulé 18 mois entre le diagnostic et la fin, ce qui est à la fois assez de temps pour tout dire et pas assez. Nous avons dit ce que nous pouvions. Je n'ai aucun regret quant à ce qui a été dit entre nous. Ce que je porte, c'est le chagrin ordinaire de perdre quelqu'un qui était le centre de ma vie et d'apprendre à organiser ma vie différemment autour de l'espace où ce centre se trouvait autrefois. Chaque matin, le silence de la maison me rappelait son absence. Une absence que j'avais appris à apprivoiser, mais jamais à oublier. J'ai 2 enfants. Ma fille, Renée, a 41 ans. Elle vit à Toulouse avec son mari et leurs 2 filles, âgées de 9 et 6 ans. Elle appelle 2 fois par semaine, des conversations régulières qui sont devenues un pilier de ma routine. Elle vient nous voir à Noël et la plupart des étés, apportant avec elle un tourbillon de vie et de rire d'enfants qui réchauffe la maison. Elle est pragmatique, chaleureuse et exactement le genre de personne que Patricia aurait été fière de la voir devenir. Mon fils, Marc, a 38 ans. Je vais vous parler de Marc avec prudence, car cette histoire exige que je sois juste envers la vérité entière de son être, pas seulement la partie qui explique cet appel téléphonique du jeudi matin. C'est un exercice difficile, car la douleur de la trahison se mêle à l'amour paternel, créant une dissonance amère. Marc était un enfant difficile, de la manière spécifique dont les personnes brillantes et charismatiques peuvent parfois l'être. Non par cruauté, mais par une incapacité à opérer dans des limites qui lui semblaient arbitraires. Je me souviens d'innombrables discussions où il remettait en question chaque règle, chaque attente, avec une logique implacable qui, bien que souvent tordue, était difficile à contrer. Il avait l'intelligence de sa mère et sa propre version du charme, différente de la sienne. Là où la chaleur de Patricia était authentique et constante, le charme de Marc était intermittent et stratégique, déployé quand cela le servait, et absent quand son absence ne lui coûtait rien. C'était une danse que nous connaissions bien, une mélodie complexe que j'avais appris à déchiffrer au fil des ans. Il était le genre d'enfant que les professeurs adoraient la première semaine de l'année scolaire, avant de le trouver compliqué dès le 2e mois. Vif, drôle, véritablement doué pour le langage et doté de ce raisonnement abstrait qui rend certains types de tests d'une facilité déconcertante. Il savait se sortir de presque toutes les situations par la parole, et il l'avait compris très tôt, ce qui n'est pas toujours une chose utile à savoir sur soi-même pour un enfant. Je me souviens d'une fois, en CE2, où il avait convaincu sa maîtresse qu'un devoir non rendu était en fait une exploration créative d'un concept, et non un oubli. Son sourire désarmant avait suffi à désamorcer la réprimande. Patricia voyait clairement ces 2 facettes. Elle l'aimait avec la précision spécifique d'un parent qui comprend son enfant, ce qui est différent et plus complexe que d'aimer un enfant que l'on comprend simplement. Elle connaissait ses raccourcis, ses petites manipulations. Elle ne les excusait pas, mais elle maintenait une conviction patiente et inébranlable qu'il finirait par trouver le chemin vers la meilleure version de lui-même, celle dont il était capable. Je la revois, assise à la table de la cuisine, le regard doux mais ferme, expliquant à Marc pourquoi ses arguments, aussi brillants soient-ils, ne justifiaient pas de contourner les règles. Elle avait cette force tranquille, cette foi inébranlable en son potentiel. Elle est morte avant de pouvoir savoir comment cela se terminerait. Le silence qu'elle a laissé derrière elle a résonné dans chaque recoin de la maison, un vide que même le temps n'a pas pu combler entièrement. J'avais conservé sa conviction pour elle, au fil des années. Je la portais comme on porte les objets qui ont appartenu à quelqu'un qui est parti, avec précaution, ne voulant pas les examiner de trop près de peur que l'examen ne révèle qu'il faut les déposer. C'était un fardeau doux amer, un héritage de foi que je m'efforçais de maintenir vivant,
même lorsque les preuves s'accumulaient contre elle. Chaque fois que Marc trébuchait, je me raccrochais à cette image de Patricia, à son espoir. Marc avait gagné et perdu de l'argent 2 fois avant 40 ans. La première fois, dans une entreprise technologique qui avait un réel potentiel et s'était effondrée pour des raisons qui tenaient en partie au timing du marché et en partie à sa propre impatience face à l'infrastructure d'une entreprise sérieuse. Il avait des idées fulgurantes, mais la patience pour les processus administratifs, les réunions interminables et les rapports détaillés lui faisait cruellement défaut. La seconde fois, dans un investissement immobilier où il avait convaincu 3 autres personnes de le rejoindre, et qui s'était mal terminé pour tout le monde, y compris lui, entraînant un règlement juridique que je l'avais aidé à payer. L'air de l'appartement, ce jour-là, était lourd de son désespoir fin et de ma propre résignation. Je l'avais aidé à payer parce qu'il était mon fils, et parce que Patricia aurait voulu que je le fasse, et parce que je croyais, à ce moment-là, que la situation était une leçon plutôt qu'une tendance. Je me souviens de la façon dont il avait promis que ce serait la dernière fois, ses yeux brillants d'une sincérité qui me semblait alors authentique. Je m'étais trompé, terriblement trompé. Avec le recul, et j'ai eu beaucoup de temps pour regarder en arrière, dans le silence de ma maison, du 4814, allée des Platanes, à Lormont, près de Bordeaux, les heures s'étirant sans fin. Je peux voir la tendance plus clairement que je ne le pouvais lorsque j'étais en plein dedans. Le charme intermittent, déployé quand il en avait besoin, comme un interrupteur qui l'actionnait à volonté. La capacité sincère de croire, au moment de la demande, que sa requête était raisonnable, presque un droit. La manière particulière qu'il avait de présenter les difficultés financières comme temporaires et inhabituelles, plutôt que chroniques et structurelles, comme si le destin s'acharnait sur lui par pure malchance. La facilité avec laquelle il acceptait l'aide et la vitesse avec laquelle il passait à autre chose après en avoir eu besoin, comme si le besoin n'avait jamais existé, effacé de sa mémoire dès que le problème était résolu. C'était une danse macabre, une chorégraphie répétée que je n'avais pas su déchiffrer à temps. Je ne dis pas cela pour le condamner. Je le dis parce que comprendre une tendance n'est pas la même chose qu'en être responsable, et parce que j'ai passé trop d'années à accepter la présentation que Marc faisait de lui-même comme étant la vérité, alors que les preuves pointaient vers une réalité bien différente. Une amère leçon d'aveuglement paternel. La troisième situation, celle qui s'est terminée par un appel téléphonique un jeudi matin d'une notaire à qui je n'avais jamais parlé, n'était pas une erreur. Ce n'était pas un mauvais timing, un jugement erroné ou la malchance d'un homme qui tente des choses audacieuses et échoue parfois. Non, cette fois, l'air était différent, plus lourd, teinté d'une intention froide et calculée. C'était un choix délibéré, un acte prémédité. Mon fils avait falsifié ma signature, fabriqué une autorisation authentifiée par un notaire et initié la vente de ma maison. La maison où il avait grandi, où Patricia et moi avions construit notre vie, où chaque recoin résonnait de souvenirs. Et il le faisait. J'allais l'apprendre, depuis près de 5 mois. 5 mois de tromperie silencieuse, de manigance dans mon dos, tandis que je vaquais à mes occupations, ignorant le piège qui se refermait. Permettez-moi de vous ramener à novembre, 7 mois avant l'appel de la notaire. L'automne s'installait sur Lormont. Les feuilles des platanes de l'allée des Platanes prenaient des teintes dorées et rousses, et l'air commençait à piquer le matin. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'anormal, je l'ai ignoré. C'était un mardi, le ciel était bas et gris, et une légère bruine tombait. J'avais reçu, par la poste, une lettre d'une étude notariale avec laquelle je n'avais jamais fait affaire. L'enveloppe, d'un blanc épais et impersonnel, portait un logo inconnu. La lettre faisait référence à une demande d'information immobilière pour l'adresse de l'allée des Platanes et incluait un numéro de dossier que je ne reconnaissais pas. J'ai supposé que c'était une erreur, une correspondance mal acheminée, une erreur administrative, le genre de bruit de fond bureaucratique qui arrive assez fréquemment dans la boîte aux lettres d'un retraité pour devenir anodin. J'ai haussé les épaules, les posé sur la table basse du salon et les oublié. Le soleil du matin, filtrant à travers les rideaux, éclairait la poussière dans l'air et la lettre semblait insignifiante. 2e semaine de décembre. Un message vocal d'un cabinet d'avocats spécialisé en immobilier faisant référence à une consultation préliminaire
que j'aurais, selon eux, planifié. Je n'avais planifié aucune consultation de ce genre. La voix enregistrée était polie mais insistante. Une légère pointe d'inquiétude m'a traversé l'esprit, mais je l'ai rapidement balayée. J'ai rappelé. La réceptionniste, d'une voix monocorde, a dit qu'il devait y avoir eu une confusion avec les coordonnées. J'ai accepté cette explication, un peu trop facilement peut-être, et je suis passé à autre chose, me concentrant sur la préparation du déjeuner au foyer des aînés. Janvier. L'hiver s'était installé, mordant, et les matinées étaient glaciales. Un voisin, Carl Whitman, qui habitait 3 maisons plus loin sur l'allée des Platanes, m'a arrêté pendant ma promenade matinale. L'air était vif et le souffle sortait en petits nuages blancs. Carl, un homme jovial avec qui j'échangeais souvent des plaisanteries sur le jardinage, avait l'air un peu plus sérieux que d'habitude. « Jerry, dit-il, ses mains enfouies dans les poches de son manteau, j'ai entendu dire que tu pensais peut-être vendre. » Je l'ai regardé, un frisson me parcourant l'échine, qui n'avait rien à voir avec le froid. « Où as-tu entendu ça ?» ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Il a haussé les épaules, un geste désinvolte qui contrastait avec le poids de ses mots. « Quelqu'un a dit quelque chose chez les Henderson la semaine dernière. Que tu envisageais de prendre une plus petite maison. » Le bruit lointain d'un chien aboyant rompait le silence matinal. « Je n'envisage rien du tout, » ai-je rétorqué, la surprise et une pointe d'agacement se mêlant à une anxiété naissante. Il a semblé soulagé, un sourire se dessinant sur son visage. « Tant mieux, la rue ne serait pas la même sans toi. » Il m'a tapoté l'épaule avant de poursuivre son chemin, me laissant seul avec mes pensées. Je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi à cette conversation pendant un bon moment. Le café du matin avait un goût amer. Les mots de Carl résonnaient dans ma tête, se mêlant aux souvenirs de la lettre et du message vocal. Une toile d'araignée invisible commençait à se tisser autour de moi. Puis, j'ai appelé ma fille, Renée. Sa voix, toujours chaleureuse et posée, était un réconfort. Renée n'avait rien entendu parler d'une quelconque vente. Elle était aussi perplexe que moi, sa surprise palpable à travers le combiné. Elle m'a demandé si j'avais parlé à Marc récemment. J'ai dit que nous nous étions parlé quelques semaines auparavant. Notre contact intermittent habituel. Marc appelait quand il avait besoin de quelque chose, ce qui est une chose difficile à dire à propos de son propre enfant, mais suffisamment vrai pour que je la dise. Il avait semblé agité lors de cet appel, tournant autour du sujet de l'argent sans jamais arriver à une demande directe, comme un prédateur qui rôde avant d'attaquer. Je me souvenais de son ton, un peu trop rapide, ses phrases inachevées, son malaise évident. J'ai dit à Renée que je ferais le suivi. Je ne lui ai pas dit ce que je commençais à penser, la terrible certitude qui s'ancrait en moi, froide et implacable. Je commençais à penser que c'était Marc. Je ne voulais pas y penser. Je tiens à être très clair là-dessus. Ce que je ressentais n'était pas la clarté nette d'une certitude. Pas encore. C'était le poids sourd et nauséabond d'une suspicion que l'on n'est pas prêt à confirmer, tournant autour de quelque chose que l'on aime trop pour le regarder en face. C'était comme une ombre froide qui s'allongeait dans les recoins de mon esprit, menaçant d'engloutir la lumière des souvenirs heureux. J'ai mis cette pensée de côté, espérant qu'elle se dissiperait comme un mauvais rêve au réveil. Et puis février est arrivé et la suspicion est devenue impossible à ignorer. Le froid de l'hiver s'accrochait encore aux branches nues des platanes le long de l'allée des Platanes, et avec lui, une autre sorte de froid s'est installée en moi. La première semaine de février, je me suis rendu à ma banque pour transférer de l'argent de mon compte épargne vers mon compte courant. Une transaction ordinaire, le genre que j'avais effectué des dizaines de fois au fil des ans. Le guichetier, un jeune homme aux cheveux bien coiffés que je voyais rarement, a effectué le transfert avec l'efficacité habituelle. Le bourdonnement discret des ordinateurs et le chuchotement des autres clients remplissaient l'espace, un fond sonore familier et rassurant. Et puis, alors que je m'apprêtais à partir, il a dit, sa voix un peu plus basse, comme s'il hésitait, « Monsieur Calloway, j'ai remarqué qu'il y a eu une demande de renseignement sur votre compte le mois dernier. Une demande de vérification de solde émanant d'une partie externe. Je voulais juste m'assurer que vous en étiez informé. » Je n'en étais pas informé. Mon cœur a fait un bond, puis a commencé à battre un rythme étrange, lourd. L'air dans la banque est soudainement devenu plus dense, les lumières plus vives, presque agressives.
Je lui ai demandé de m'en dire plus, ma voix sonnant plus calme que je ne me sentais. La demande était passée par un canal commercial standard, utilisé par les études notariales et les institutions financières pour vérifier les actifs lors de transactions immobilières. Quelqu'un avait initié un processus qui incluait la vérification du solde de mon compte. Quelqu'un qui préparait des documents pour une transaction immobilière. La certitude, froide et implacable, s'est abattue sur moi. La toile d'araignée invisible que j'avais sentie se tisser autour de moi se resserrait, ses fils devenant soudainement visibles et solides. J'ai conduit jusqu'à la maison, le paysage familier de Lormont défilant devant mes yeux sans que je le voie vraiment. Le ciel était bas et gris, menaçant de pluie, et les arbres semblaient se pencher sous le poids d'une tristesse partagée. Une fois garé devant le 4814, allée des Platanes, à Lormont, près de Bordeaux, j'ai coupé le moteur et suis resté assis un instant, le silence de l'habitacle plus assourdissant que n'importe quel bruit. Je me suis assis à la table de la cuisine pendant un long moment. La lumière du jour filtrait faiblement à travers la fenêtre, éclairant la poussière dans l'air et les marques laissées par d'innombrables repas partagés. Le silence de la maison était pesant, empli des échos de vie passée. Je me suis remémoré Patricia, son rire, le tintement des verres, les voix de Marc et René enfant. Tout cela était lié à ces murs, à ce sol. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé mon ami Henri Leclerc. Henri et moi étions amis depuis nos jours, au conseil départemental, où nous avions tous deux passé des décennies à naviguer dans les méandres des projets d'infrastructures municipales. Il avait pris sa retraite 3 ans avant moi, et avait passé les 2 années suivantes à faire ce qu'un homme qui a passé 30 ans dans l'administration publique fait quand il a du temps, des contacts et un besoin persistant d'être utile. Il avait ouvert un petit cabinet de conseil privé spécialisé, entre autres choses, dans l'examen de documents et l'enquête sur la fraude pour les particuliers et les petites entreprises. Il n'était pas détective, mais il savait lire entre les lignes des papiers. Il avait un flair pour les anomalies, une patience infinie pour les détails. « Henri », ai-je dit quand il a décroché, sa voix un peu rauque mais toujours chaleureuse. « J'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ce qui arrive à ma maison. » Il a dit « Dis-moi ce que tu sais. » Sa voix était calme, professionnelle, mais je pouvais sentir l'attention derrière ses mots. Je lui ai tout raconté. La lettre de l'étude notariale, le message vocal, le commentaire de Karl qui maintenant prenait une signification sinistre, la demande de renseignement de la banque, le coup de grâce. Je sentais ma gorge se serrer à chaque mot, chaque détail renforçant la terrible vérité qui commençait à se dessiner. Il est resté silencieux un instant, le temps d'assimiler l'information. J'entendais le léger grésillement de la ligne, le bruit lointain de la circulation chez lui. « As-tu un suspect » a-t-il dit, sa voix grave. Je suis resté silencieux un instant, luttant contre la nausée qui montait. Le nom de Marc flottait dans l'air entre nous, non prononcé, mais lourd de sens. « Oui » ai-je dit, un souffle à peine audible. « Ton suspect a-t-il accès à tes documents? Ta signature sur quoi que ce soit, de vieux contrats, des chèques, tout ce qu'il pourrait scanner ou copier ?» J'y ai réfléchi, et une image est apparue, nette et douloureuse. Marc m'avait aidé avec de la paperasse il y a 2 ans, après le décès de Patricia et la finalisation de la succession. Il avait été présent dans mon bureau, à mon bureau, avec accès à mes dossiers. À l'époque, je n'y avais rien vu de mal, juste un fils aidant son père endeuillé. C'était un moment de vulnérabilité, et il l'avait su. « Oui », ai-je dit, le mot sonnant comme une condamnation. Henri est resté silencieux un autre instant, un silence qui en disait long. « Gérard » a-t-il dit, utilisant mon prénom, ce qu'il faisait rarement quand il était en mode professionnel. « Si je dois t'aider, tu dois comprendre que ce que je trouverai pourrait confirmer ce que tu crains. Peux-tu supporter cela ? » J'ai géré des informations difficiles pendant 31 ans. Ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Un écho de mon ancien moi, le chef de projet inébranlable, résonnait. « C'est différent, » a-t-il dit. « C'est ton fils. »« Je sais, » ai-je dit, le poids de ces mots m'écrasant. « Aide-moi quand même. Je veux m'arrêter ici, parce que je pense que certains d'entre vous ressentent quelque chose en ce moment.
quelque chose sur ce que signifie ouvrir une enquête sur son propre enfant. Faire le choix de regarder plutôt que de se protéger de ce que le regard pourrait révéler. C'est une trahison d'un amour parental, une déchirure dans le tissu de la famille. C'est se sentir coupable avant même d'avoir la preuve, juste pour avoir osé y penser. On m'a demandé, depuis que tout cela est devenu ce que c'est devenu, si je ressentais de la culpabilité à monter ce dossier. Si j'avais l'impression de trahir Marc en documentant ce qu'il faisait avant de le confronter. Ma réponse est toujours la même. Il était en train de me voler ma maison. Ma maison, l'endroit où Patricia et moi avions construit notre vie, l'endroit où René et Marc avaient grandi, où j'avais ramené ma femme de la maternité et où j'avais été assis à ses côtés pendant ces dernières semaines. Chaque recoin de cette demeure, chaque éraflure sur le plancher, chaque souvenir était imprégné de notre histoire. C'était l'endroit d'une valeur de 720 000 € qu'il avait décidé, à mon insu, de convertir en une solution pour quel que soit le problème dans lequel il se trouvait actuellement. C'était le sanctuaire de ma vie, et il était en train d'être profané. Si j'étais allé le voir immédiatement, en février, avec rien d'autre que des soupçons, il aurait nié. Il était doué pour le déni. Il était doué pour la chaleur et le charme et cette forme particulière de réassurance qui ressemble à de l'honnêteté, et n'en est pas. J'avais vu ce masque trop de fois. J'avais besoin de savoir. Et ensuite, j'avais besoin de pouvoir prouver ce que je savais. J'avais besoin de comprendre avant tout, avec mes propres yeux, avant que quiconque d'autre ne soit dans la pièce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Parce que ce qu'Henri a trouvé et ce que nous avons construit au cours des 4 mois suivants est la partie de cette histoire qui a tout changé. Henri a travaillé méthodiquement. Il n'était pas détective et ne prétendait pas l'être. Ce qu'il était, c'était minutieux. Un homme qui avait passé 30 ans à suivre le mouvement des documents à travers les systèmes institutionnels et qui comprenait que la fraude laissait presque toujours une trace écrite si l'on savait où chercher et si l'on était assez patient pour la suivre. Il avait la persévérance d'un chasseur et la précision d'un horloger. Et je savais que si quelqu'un pouvait démêler ce nœud, c'était lui. Nous nous sommes rencontrés 2 fois en personne au cours de ces mois. Une fois en février, une autre fin mars. Les autres communications se faisaient par téléphone et par courriel, gérées avec une prudence extrême, conscient que tout ce qui était écrit devait être protégé. Henri était d'une précision chirurgicale à ce sujet. Il avait vu des affaires compromises par une divulgation prématurée, et il ne laisserait pas cela arriver. Chaque mot, chaque phrase était pesée, comme si les murs avaient des oreilles et les lignes téléphoniques, des espions. L'air froid de l'hiver bordelais semblait accentuer le besoin de discrétion, nous poussant à parler à voix basse, même lorsque nous étions seuls. « Ce que je suis en train de construire », me dit-il lors de notre 2e rencontre, assis à ma table de cuisine, un dossier de documents imprimés étalé entre nous. C'est une chaîne. Chaque maillon compte. On ne se présente pas devant un procureur avec 3 maillons et des lacunes. On y va avec 12 maillons et aucune lacune. La lumière du soleil de fin de journée filtrait à travers la fenêtre, éclairant la poussière dans l'air et les lignes sombres sur les papiers. Le silence de la maison, habituellement réconfortant, était devenu pesant, rempli de l'attente de la vérité. Je sentais mon cœur battre la chamade, un mélange d'espoir et d'une peur sourde de ce que la vérité allait révéler. Au cours des 3 mois suivants, de février à avril, il a documenté une chaîne d'activités qui racontait une histoire complète et accablante. Chaque jour qui passait était une éternité. Chaque appel manquait une angoisse. Chaque courriel une source de tension. J'essayais de maintenir une façade de normalité, de me rendre à mon déjeuner au foyer des aînés, de faire mes courses au marché. Mais mon esprit était constamment ailleurs, suspendu à l'avancement de l'enquête d'Henri. Il a retrouvé le dossier de l'étude notariale. Une transaction de vente privée, initiée en novembre précédent, avec des documents incluant une autorisation signée portant mon nom et un sceau d'authentification d'un notaire que je n'avais jamais rencontré. L'authentification était datée d'un mercredi après-midi d'octobre, alors que j'étais, selon mon propre calendrier, à un rendez-vous chez le dentiste à l'autre bout de Bordeaux. Je me souviens de ce jour, de l'odeur antiseptique du cabinet, du bourdonnement de la fraise, de la sensation engourdie de ma joue après l'anesthésie.
Henri a récupéré les dossiers du rendez-vous. J'avais conservé le reçu, comme je conservais la plupart des reçus, une habitude ancrée chez un homme qui avait passé des décennies à gérer des projets d'infrastructure municipale et qui avait appris que la documentation est la différence entre une simple allégation et un fait avéré. Il a comparé les horodatages. L'authentification était frauduleuse. Le sang s'est glacé dans mes veines en entendant ces mots. C'était une preuve irréfutable, froide et implacable. Il a retrouvé l'avocat immobilier, pas celui qui avait laissé le message vocal, mais celui qui avait traité les premières formalités. Cet avocat, lorsqu'Henri l'a contacté avec des questions soigneusement formulées dans le cadre de ce qu'il a décrit comme un examen de titre de routine, a confirmé que le propriétaire vendeur avait été représenté lors des discussions préliminaires par une tierce partie agissant sous une procuration prétendue. Une procuration que je n'avais jamais signée. Jamais. Un document portant ma signature et mon sceau authentifié. C'était une violation intime, une profanation de mon identité. Ma signature, copiée avec le genre de précision qui vient de quelqu'un qui a eu des années de pratique à vous observer signer des choses. Marc avait été présent lorsque j'avais signé les documents de règlement 2 ans auparavant. Il était à mes côtés lorsque j'avais signé les papiers de succession après le décès de Patricia. Il avait vu ma signature des centaines de fois au cours d'une vie ordinaire. Il avait observé, avec une patience que je n'aurais jamais soupçonnée, chaque courbe, chaque trait, chaque petite imperfection qui la rendait unique. Il l'avait étudiée. L'authentification avait été reproduite à partir d'un sceau qui, Henri l'a déterminé après des recherches minutieuses, correspondait au numéro d'enregistrement d'un notaire dont la licence avait été suspendue l'année précédente et dont le sceau avait apparemment continué à circuler entre les mains de personnes ayant des raisons de l'utiliser. C'était un détail sordide, une faille dans le système que Marc avait exploité avec une audace glaçante. Ce détail, le notaire suspendu, fut ce que Denise appela plus tard la clé de voûte, parce qu'il reliait le document à un outil frauduleux spécifique et cet outil pouvait être tracé. C'était le fil d'Ariane qui nous mènerait hors du labyrinthe. Henri a retrouvé Marc dans le registre des transactions. Pas directement. Il a pris soin de ne pas l'approcher, comprenant, comme je l'avais compris, que tout contact déclencherait une réaction à laquelle nous n'étions pas prêts. Mais à travers l'adresse électronique associée à la procuration, une adresse qui avait été créée 6 mois auparavant et utilisée pour rien d'autre, et à travers le numéro de téléphone figurant sur le dossier de consultation préliminaire, et à travers les empreintes numériques d'un homme qui avait été plus prudent avec sa trace physique qu'avec sa trace numérique. Marc avait laissé un sillage de données, un chemin de miettes électroniques qu'Henri avait patiemment suivi. Il m'a appelé à la mi-mars. Le téléphone a sonné et j'ai senti une décharge électrique me traverser. Je savais que c'était lui. « Gérard », dit-il, sa voix grave mais empreinte d'une certaine solennité. « J'ai tout. »« Dites-moi », ai-je répondu, ma propre voix à peine un murmure. Il m'a tout raconté. Pas rapidement, méthodiquement, maillon par maillon, de la manière dont il l'avait assemblé. J'étais assis à la table de cuisine, le regard perdu dans le grain du bois, et j'ai écouté le récit complet de ce que mon fils avait fait. Du premier contact avec l'étude notariale en novembre à la procuration frauduleuse, jusqu'au dépôt de fonds chez le notaire qui était actuellement en attente. Chaque mot était un coup de marteau, brisant un peu plus l'image que j'avais de mon fils, de ma vie. L'air était lourd, immobile, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Quand il a eu fini, nous sommes restés silencieux tous les deux un instant. Le bourdonnement lointain d'un réfrigérateur était le seul son dans la pièce. « Le dossier est solide ?» ai-je demandé, ma gorge serrée. « Pour un procureur qui veut le prendre ?» a-t-il dit. « Oui, c'est le genre de dossier avec lequel ils peuvent travailler. » Sa voix était calme, professionnelle, mais je pouvais sentir le poids de ses mots. « Et la maison ?» ai-je dit. « La transaction, elle n'est pas encore conclue ?» C'était la question qui me rongeait le plus, le sort de mon foyer, de mon sanctuaire. « Non !» a-t-il dit. Elle a été signalée en interne lors de l'examen des fonds par le notaire. Question de conformité concernant la date de l'authentification. C'est ce qui a créé la lacune. La transaction est bloquée en attendant que la divergence soit résolue. Une pause. Cela ne se résoudra pas en faveur de Marc.
La documentation n'est pas assez propre, pas après tout ce qu'elle représente. Parce que la colère et le chagrin sont réels, oui, mais ils ne sont pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à ce que l'on fait ensuite. J'ai appelé mon avocate le matin du 22 mars. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la cuisine, mais sa lumière semblait pâle, sans chaleur. L'air était lourd, chargé d'une tension silencieuse. Son nom est Denise. Elle avait géré la succession de Patricia et le règlement du partenariat immobilier raté de Marc 2 ans auparavant. Elle connaissait notre situation familiale avec la clarté implacable de quelqu'un qui a été présente dans la pièce lors des bons comme des mauvais jours. Quand je lui ai exposé ce qu'Henry avait découvert, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Le genre de silence qui en dit plus long que n'importe quel mot. J'entendais le léger froissement de papier à l'autre bout du fil, le son de sa respiration régulière. « Gérald », a-t-elle finalement dit, sa voix posée mais grave. « Je veux m'assurer que vous comprenez bien la gravité de la situation. » « Fraude immobilière », ai-je répondu, ma propre voix étonnamment ferme. « Falsification. Authentification frauduleuse. Utilisation non autorisée d'une procuration fabriquée de toutes pièces. »« Oui », a-t-elle confirmé. « Toutes ces choses. C'est aussi un crime. Plusieurs crimes, en fait. Et la personne contre qui nous monterions un dossier est votre fils. » Le poids de ces mots s'est abattu sur moi, lourd et froid comme une pierre. Elle ne me disait rien que je ne sache déjà, mais l'entendre prononcer à voix haute par une professionnelle du droit rendait la réalité encore plus brutale. « Je sais de qui il s'agit, » ai-je dit, sans hésitation. « Une fois que cela sera déposé, » a-t-elle poursuivi, « il n'y aura pas de retour en arrière possible. Le processus sera enclenché. »« Je sais, » ai-je répété. « Combien de temps pour monter le dossier correctement ?» Elle a réfléchi un instant, un léger soupir perceptible. 4 à 6 semaines pour être exhaustive. Nous voudrons coordonner avec le parquet de Bordeaux, ne pas nous adresser directement à eux. Les laisser venir à nous avec ce que nous leur apporterons. C'est une approche plus solide. « Faites-le » ai-je ordonné, le cœur serré mais l'esprit clair. Elle est restée silencieuse un moment. « Êtes-vous sûr, Gérald ?» J'ai pensé à la table de la cuisine, usée par tant de repas, de devoirs d'école, de discussions. Les années des devoirs, où Marc se penchait sur ses... et avait remarqué quelque chose qui ne correspondait pas, une anomalie dans les dates ou les signatures. Elle avait appelé le propriétaire vendeur, c'est-à-dire moi, pour vérifier. Et ce faisant, elle avait déclenché l'étape finale d'un processus qui était en marche depuis des mois sans que je le sache vraiment. Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose lors de cet appel. J'ai demandé à ce qu'elle bloque la transaction et je lui ai dit que je la recontacterais par l'intermédiaire de mon avocate. Elle a dit qu'elle signalerait le compte immédiatement et que si je pensais qu'il y avait fraude, je devrais contacter les forces de l'ordre. Je l'ai remerciée, un sentiment étrange de soulagement mêlé d'amertume m'envahissant. Puis j'ai appelé Denise. « Ça bouge », ai-je dit, ma voix trahissant une pointe d'émotion contenue. « Je sais », a-t-elle répondu, sa voix plus rapide, plus alerte. « Le parquet m'a appelé ce matin. Le signalement de la notaire a confirmé la transaction active, ce qui est exactement la corroboration dont ils avaient déjà besoin. Ils exécutent un mandat de perquisition aujourd'hui même. » Je suis resté assis, très immobile, sur ma terrasse arrière. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le jardin, et le chant des oiseaux semblait soudain plus lointain. Le vent léger faisait frissonner les feuilles des platanes. Le monde continuait de tourner, indifférent à la tempête qui se levait dans ma vie. Une tempête que j'avais moi-même contribué à déclencher. Je sentais le bois rugueux de la rambarde de la terrasse sous mes doigts, un contact terre-à-terre dans ce moment d'irréalité. Les arroseurs automatiques tournaient, projetant leurs fines gerbes d'eau sur la pelouse déjà bien verte. C'étaient les mêmes arroseurs qui fonctionnaient 1 heure plus tôt, quand l'appel était arrivé, avant que le monde ne bascule sur son axe. Le sifflement régulier de l'eau, le léger cliquetis des têtes rotatives, tout cela semblait à la fois apaisant et étrangement discordant, avec le chaos qui régnait en moi. « Quand vont-ils contacter Marc ?» ai-je demandé, ma voix un peu plus rauque que je ne l'aurais souhaité. « Aujourd'hui ou demain ?» a-t-elle répondu, sa voix rapide, empreinte d'une urgence professionnelle. « Monsieur Calloway, est-ce que ça va ?» J'ai pris un instant pour réfléchir à ma réponse.
La question était simple, mais la vérité était complexe. Un enchevêtrement de soulagement, de colère, de tristesse et d'une détermination froide. Le soleil déclinait doucement, peignant le ciel de teintes orangées, et l'air frais du soir commençait à mordre. « Non !» ai-je fini par dire, le mot s'échappant comme un soupir. « Pas entièrement, mais je suis prêt. Prêt pour la confrontation, prêt pour la douleur, prêt pour la fin de ce chapitre. » Marc a été arrêté le 23 avril. Denise m'a appelé dès que c'est arrivé. Sa voix était grave, presque solennelle, alors qu'elle énumérait les chefs d'accusation. 2 chefs de falsification de signature, un chef d'utilisation frauduleuse d'un document authentifié, un chef de fraude immobilière et un chef de tentative de vol de plus de 500 000 €. Chaque mot était un coup de marteau, scellant le destin de mon fils. Il a été libéré sous caution le même après-midi. La justice, même si elle avançait, semblait parfois d'une lenteur exaspérante, d'autres fois d'une rapidité déconcertante. Il m'a appelé 4 heures plus tard. Le téléphone a vibré sur la table basse du salon, un bourdonnement insistant qui a résonné dans le silence de la maison. J'ai regardé l'écran, le nom de Marc s'affichant en lettres claires. Je l'ai laissé sonner, le cœur lourd, les doigts serrés sur la tasse de thé froid que j'avais oubliée. Il a rappelé 2 fois de plus avant minuit. Chaque sonnerie était une intrusion, un rappel de l'abîme qui s'était creusé entre nous. J'ai laissé les 2 appels sonner, le silence après chaque vibration étant presque plus assourdissant que le bruit lui-même. La nuit a été longue, peuplée de pensées agitées et d'une insomnie tenace. Le lendemain matin, il est venu à la maison. Je m'y étais attendu. J'en avais discuté avec Denise, et elle m'avait dit que c'était à moi de décider si je voulais lui parler, mais que tout ce que je dirais pourrait compliquer le processus juridique et que je devais être prudent. J'y avais réfléchi pendant la majeure partie de la nuit, tournant et retournant les scénarios possibles, les mots que je pourrais dire, ceux que je ne devrais pas. Le café du matin avait un goût amer, et l'air frais qui entrait par la fenêtre ouverte ne parvenait pas à dissiper la tension. J'ai ouvert la porte. Il se tenait sur le perron de la maison qu'il avait tenté de vendre à mon insu. Le soleil du matin, encore doux, éclairait son visage. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi, les traits tirés, les yeux cernés. Il paraissait à la fois plus jeune que ses 38 ans et plus vieux, comme ces personnes dont la façade a été arrachée, ne laissant apparaître que l'être véritable, brut et vulnérable. Une odeur de pluie fraîche et de terre mouillée flottait dans l'air, contrastant avec l'atmosphère lourde entre nous. « Papa », a-t-il dit, sa voix un murmure à peine audible. Je l'ai regardé un instant, un long moment où toute notre histoire semblait défiler dans le silence. Les souvenirs d'un petit garçon rieur, puis d'un adolescent rebelle, et enfin de cet homme brisé devant moi. « Entre », ai-je dit, ma voix plate, sans émotion apparente. Nous nous sommes assis dans le salon. La pièce où le fauteuil de lecture de Patricia trônait toujours dans un coin, intouché, car je n'avais pas eu le cœur de le déplacer. La pièce où Marc avait ouvert ses cadeaux de Noël, enfant, les yeux brillants d'excitation. La pièce où il nous avait annoncé qu'il abandonnait ses études. Un coup de massue à l'époque. La pièce où nous nous étions réunis après les funérailles de Patricia, assis dans ce silence épuisé et particulier des gens qui viennent d'enterrer un être cher. Chaque objet, chaque recoin de cette pièce était imprégné de souvenirs, doux amers, et maintenant douloureux. Il s'est assis en face de moi, les épaules voûtées. Il avait les mains de sa mère, des doigts longs, une façon particulière de les tenir immobiles quand il réfléchissait. Et je les ai remarqués parce que je les remarquais toujours, et parce que les remarquer était, à cet instant précis, l'une des petites choses les plus douloureuses dans une matinée déjà pleine de souffrance. Il n'a pas essayé de le nier. Je lui accorderai cela. Quoi que Marc soit, ce n'est pas un homme qui persiste dans un mensonge une fois que celui-ci a été entièrement et complètement démantelé. Il s'est assis, les mains entre les genoux, et m'a parlé de la dette qu'il avait accumulée. Le jeu, a-t-il dit, ce que j'avais soupçonné sans jamais le confirmer. Et du montant, qui était considérable, et de la personne ou des personnes à qui il la devait. Et de la menace qui était apparemment passée de l'abstrait au concret à l'automne, et de la décision qui lui avait semblé, en octobre, être la seule voie à suivre.
J'ai écouté sans l'interrompre. Ce n'était pas un récit court. Marc, quand il raconte une histoire, prend l'espace dont il a besoin pour cela. Et j'avais appris il y a longtemps que l'interrompre en pleine explication produisait de la défensive plutôt que de la clarté. L'air dans la pièce semblait s'épaissir à mesure qu'il déballait son fardeau, chaque mot ajoutant une couche de poussière à l'atmosphère déjà lourde. Quand il a eu fini, la pièce est restée silencieuse un instant. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée résonnait, amplifié par le vide des mots. « Tu allais me prendre ma maison ?» ai-je dit, ma voix à peine un murmure, mais chargée d'une accusation glaciale. « J'allais te rembourser » a-t-il répondu, le regard fuyant. « Une fois la vente, Marc ?» Je l'ai arrêté, le ton ferme. « Tu as falsifié ma signature. Tu as fabriqué une procuration. Tu as engagé quelqu'un pour utiliser le cachet d'un notaire suspendu. Tu as passé 5 mois à exécuter une fraude contre ton propre père. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, la douleur et la colère se mêlant dans mon regard. Il n'y a aucune version de cette histoire qui se termine par un remboursement. Il est resté silencieux, son regard rivé sur le tapis persan que Patricia avait choisi avec tant de soin. « La maison de ta mère » ai-je ajouté, le coup de grâce. « C'est ce que tu as décidé de prendre. » Quelque chose a traversé son visage que je ne peux décrire précisément et n'essaierai pas de décrire. C'est passé vite, comme une ombre furtive. La façade est revenue. Non pas le charme habituel maintenant, mais quelque chose de plus prudent, de plus désespéré. L'expression particulière d'un homme qui cherche un angle qu'il n'a pas encore trouvé, un moyen de se sortir de ce bourbier. « La dette » a-t-il dit, sa voix reprenant un peu de son assurance habituelle, bien que tremblante. « Papa, ce ne sont pas des gens avec qui on négocie. Je n'avais plus d'option. Je ne savais pas quoi d'autre. Tu aurais pu m'appeler, ai-je dit, coupant court à son explication. Il s'est arrêté net, comme frappé par une évidence qu'il avait délibérément ignorée. Tu aurais pu t'asseoir dans cette pièce et me dire ce que tu viens de me dire, ai-je continué, ma voix s'élevant légèrement, chargée d'une amertume profonde. À propos de la dette, des gens et de la menace. Tu aurais pu le faire en octobre. Je t'aurais écouté. Je t'aurais aidé à trouver une solution. Tu aurais... Il s'est arrêté, le mot se perdant dans un soupir. Quoi ? Ai-je dit, le défi dans ma voix. J'aurais quoi ? Il a regardé le sol, évitant mon regard. Tu aurais été déçu ? Je suis resté assis avec cette affirmation pendant un moment, le poids de ces mots s'abattant sur moi. La déception. C'était donc cela, la peur qui l'avait poussé à une telle extrémité. Marc, ai-je dit, ma voix redevenue calme, mais d'une froideur tranchante. Je suis plus déçu en ce moment que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Est-ce que cela t'aide à clarifier ton calcul ? Il n'a rien dit. Son silence une acceptation tacite de la vérité. Tu as choisi de ne pas demander parce que tu avais peur de ma déception. Ai-je poursuivi, chaque mot pesant lourd. Et en choisissant de ne pas demander, tu as créé la pire déception qu'il était possible de créer. Je ne sais pas comment donner un sens à cette logique. Il a levé les yeux, son regard rencontrant le mien un instant. « Je sais » a-t-il dit doucement. « Je sais que ça n'a pas de sens. »« Non » ai-je dit. « Ça n'en a pas. » Un silence s'est installé, lourd et oppressant, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit et de tout ce qui ne pourrait jamais être réparé. « J'ai besoin de ton aide » a-t-il finalement dit, sa voix brisée, l'audace de sa demande presque choquante après tout ce qui venait d'être révélé. « J'ai besoin que tu dises au parquet. » « J'ai monté ce dossier, » ai-je dit, ma voix résonnant d'une froideur que je ne me souvenais pas avoir possédée. De février à avril, j'ai assemblé chaque pièce, chaque preuve, avec une précision chirurgicale. J'ai choisi de faire cela plutôt que de venir te voir avec mes simples soupçons, parce que je savais exactement ce que tu dirais, et je savais que ce ne serait pas la vérité. J'avais besoin de la vérité, une vérité tangible, écrite noir sur blanc, sous une forme qu'on ne pourrait pas contourner avec des mots creux ou des larmes. Marc m'a fixé, ses yeux cherchant désespérément une brèche dans mon impassibilité, une once de l'affection paternelle qu'il avait toujours connue. Mais il n'y avait rien. Je n'interférerai pas avec le processus, ai-je poursuivi,
chaque mot un coup de marteau. Ce qui se passe maintenant, c'est entre toi et la loi. Je ne t'aiderai pas à faire disparaître tout ça. Papa. Sa voix était un murmure brisé, une tentative désespérée de revenir en arrière, de retrouver le chemin d'une relation qui semblait désormais irrévocablement perdue. Tu dois partir maintenant, ai-je coupé, sans laisser de place à la négociation. Et tu dois trouver un bon avocat, parce que celui que tu pourras te permettre ne sera probablement pas à la hauteur de ce qui t'attend. Il s'est levé, l'air lourd autour de lui. Il m'a regardé un instant, de cette manière particulière qu'ont les gens quand ils cherchent quelque chose sur votre visage. Une permission silencieuse, une once de douceur, une porte laissée entr'ouverte. J'ai maintenu mon visage impassible, une forteresse impénétrable. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les rideaux, éclairant la poussière dans l'air, mais ne réchauffant en rien l'atmosphère glaciale entre nous. « Je suis désolé », a-t-il dit, et je crois, à cet instant précis, qu'il le pensait vraiment. Je crois que c'était la chose la plus honnête qu'il ait prononcée depuis des mois. Un aveu pur, dénué de toute manipulation. « Je sais que tu l'es », ai-je répondu, ma voix toujours aussi plate. « Cela ne change rien. » Il est parti. J'ai entendu le léger grincement de la porte d'entrée, puis le bruit de ses pas s'éloignant sur l'allée de gravier. Le moteur de sa voiture a démarré. Un vrombissement lointain qui s'est estompé dans le silence du quartier. Je suis resté à la fenêtre, observant sa voiture s'éloigner de la maison du 4814, allée des Platanes, à Lormont, près de Bordeaux. La maison qui n'était pas à vendre, la maison qui ne bougerait pas. Le soleil matinal inondait le jardin, faisant scintiller les gouttes de rosée sur l'herbe, mais à l'intérieur, une ombre persistante s'était installée. Puis, je suis allé à la cuisine. Le besoin d'un geste simple, familier, s'est imposé. J'ai mis l'eau à chauffer pour le café, le parfum réconfortant des grains moulus emplissant bientôt l'air, une encre dans le chaos. Et j'ai appelé René. J'avais repoussé cet appel à René. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, jamais. Mais je ne pouvais pas lui donner cette information avant de pouvoir lui présenter le tableau complet. Elle avait le droit de savoir ce que son frère avait fait, et elle avait le droit de l'entendre de ma bouche, dans son intégralité, pas en fragments qui l'auraient laissé construire sa propre version incomplète et anxiogène. Je savais la douleur que cela lui causerait, et je voulais la lui épargner tant que je n'avais pas toutes les réponses. Porter ce fardeau seul avait été une épreuve, mais je ne voulais pas qu'elle le partage avant que tout ne soit clair. Elle a décroché au deuxième coup de fil, sa voix claire et enjouée, comme à son habitude. « Papa ?» a-t-elle dit, avec cette attention particulière dans sa voix qui m'a fait comprendre qu'elle avait déjà perçu, à la façon dont j'avais prononcé son nom, que ce n'était pas un appel de routine. Une intuition maternelle, peut-être, héritée de Patricia. « Assieds-toi !» ai-je dit, ma voix trahissant une gravité que je n'avais pas pu masquer. « J'ai quelque chose à te dire à propos de Marc. » Je lui ai tout raconté. De la lettre de novembre qui avait semé le 1er d'août, à l'arrestation d'avril qui avait scellé son sort. De l'enquête discrète menée par Henri, mon ancien collègue, au dossier méticuleusement construit par Denise. De l'appel de Maître Dubois, la notaire, qui avait tout déclenché, à la conversation sur la terrasse arrière ce matin-là, qui venait de se terminer. Chaque détail, chaque étape douloureuse, chaque preuve accablante, elle a écouté sans m'interrompre. C'est une qualité qu'elle a héritée de Patricia, cette capacité à recevoir l'information pleinement, à la laisser s'infuser, avant de réagir. J'entendais sa respiration à l'autre bout du fil pendant que je parlais. Régulière, contrôlée. La respiration d'une personne qui tient quelque chose avec précaution jusqu'à ce qu'elle en perçoive la forme complète, le poids exact. Je me suis souvenu de Patricia, assise dans le salon, écoutant mes récits de journées difficiles, ses yeux attentifs, son silence plus éloquent que n'importe quel conseil. René était son portrait craché à cet égard. Quand j'ai eu fini, le silence a duré presque 1 minute, un vide assourdissant rempli de toutes les implications de mes mots. Puis elle a dit « Depuis combien de temps savais-tu » ? « Depuis février, ai-je répondu. Que je soupçonnais. Depuis mars, que j'étais certain. Un autre silence s'est étiré, lourd de reproches non formulés. « Tu ne m'as rien dit ?» a-t-elle finalement murmuré, sa voix empreinte d'une douleur sourde.
Non, ai-je dit. Je ne voulais pas que tu portes ce poids pendant que je montais le dossier. Tu as tes filles, tu as ta vie. Je ne voulais pas que ça s'installe chez toi pendant 2 mois, alors que ça rongeait déjà la mienne. Papa. Sa voix avait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Pas de la colère, pas vraiment, mais une sorte de clarté ferme, inébranlable. Ce n'était pas ta décision à prendre seule. Je sais, ai-je concédé. Tu as raison, je te le dis maintenant. Elle est restée silencieuse un instant, digérant mes paroles, le poids de ma solitude forcée. Que va-t-il lui arriver ? A-t-elle demandé, sa voix redevenue plus fragile. Avec les accusations ? Je ne connais pas l'issue exacte, ai-je dit. Denise affirme que le dossier du parquet est solide. Il y aura probablement une négociation de peine. Une forme de conséquence, c'est certain. Je ne connais pas encore la forme précise que cela prendra. Et nous ? A-t-elle dit, sa question touchant une corde plus profonde, plus intime. Notre famille ? J'ai réfléchi à la manière de répondre à cela, le cœur serré. La famille. Ce mot, autrefois si simple, était désormais complexe, fracturé. Je ne connais pas non plus la forme de cela, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Mais nous sommes toujours là, toi et moi. C'est ce que je sais. Elle est restée silencieuse un instant de plus, le temps de laisser cette maigre certitude s'ancrer. Puis elle a dit « Comment vas-tu ? Vraiment ?» Cette question, la vraie version de celle-ci, pas la question sociale de façade, a atterri différemment que je ne l'avais imaginé. J'avais géré les dimensions pratiques de tout cela pendant des mois, et cette gestion pratique m'avait donné un endroit où concentrer mon attention, ce qui est utile quand on essaie de ne pas ressentir trop de choses trop vite. C'était comme si un barrage s'était fissuré, laissant s'échapper une vague d'émotions refoulées. « Je suis triste », ai-je dit. C'était la réponse la plus honnête, la plus nue que je pouvais donner. Elle n'a rien dit pendant un moment. Elle a juste laissé cette réponse honnête être ce qu'elle était, sans chercher à la minimiser ou à la remplir de platitudes. « J'arrive », a-t-elle finalement dit, sa voix empreinte d'une détermination inébranlable. « Je réserve un vol aujourd'hui. » J'ai fermé les yeux un instant, une bouffée de soulagement mêlée d'épuisement m'envahissant. « Tu n'es pas obligé, » ai-je dit, même si une part de moi aspirait désespérément à sa présence. « Je sais que je ne suis pas obligé, » a-t-elle répondu. « J'arrive. » Elle est arrivée 2 jours plus tard. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La table de Patricia, ma table. La table qui avait été le témoin de 30 ans de vie familiale, des repas de fête aux devoirs d'école, des discussions animées au silence complice. Le bois usé sous nos mains portait les marques de tant d'histoires. Et nous avons parlé pendant très longtemps. De Marc, bien sûr. De ce qui s'était construit pendant des années, de ce que nous avions chacun, séparément, remarqué et tu. De Patricia et de ce qu'elle aurait pu faire. Et si c'était une question juste à poser, maintenant qu'elle n'était plus là pour y répondre. De ce à quoi ressemblerait le prochain chapitre de tout cela, cette nouvelle réalité que nous devions affronter. À un moment donné, René a regardé le fauteuil de lecture dans le coin du salon, le vieux fauteuil en velours côtelé où sa mère s'était toujours assise, un livre à la main, la lumière du jour filtrant à travers la fenêtre. Elle est restée silencieuse un long moment, son regard perdu dans les souvenirs. Elle aurait su comment l'atteindre, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Peut-être, ai-je répondu, un soupir m'échappant. Ou peut-être pas. Elle ne pouvait pas tout arranger chez lui non plus. René m'a regardé, ses yeux clairs cherchant les miens. Est-ce vrai, ou dis-tu ça pour te sentir mieux ? J'y ai réfléchi, avec toute la sincérité dont j'étais capable à cet instant. Probablement un peu des deux, ai-je fini par dire, ma voix un peu rauque. L'aveu flottait dans l'air, lourd de non-dit, mais aussi d'une étrange libération. René a hoché la tête, ses yeux clairs fixés sur moi, sans jugement. Le silence qui a suivi n'était pas pesant, mais empli de la compréhension mutuelle qui s'était tissée entre nous au fil de cette longue conversation. Dehors, la nuit avait enveloppé le jardin d'un voile d'encre, et seule la lumière tamisée de la cuisine filtrait à travers les carreaux, dessinant des motifs doux sur la pelouse humide.
Le parfum du café froid persistait, mêlé à une légère odeur de vieux bois et de cire, l'âme même de cette maison. Nous avons continué à parler, les mots s'écoulant plus librement maintenant. Nous n'avons pas tout résolu, bien sûr. On ne résout jamais tout en une seule conversation, surtout quand les blessures sont aussi profondes et anciennes. Mais nous étions dans la même pièce, partageant le même espace, et nous nous disions la vérité, sans phare, sans les masques que l'on porte parfois même devant soi-même. Et pour cette nuit-là, c'était amplement suffisant. C'était bien plus que ce que j'avais eu depuis longtemps, depuis des mois où le silence et la solitude avaient été mes seuls compagnons, où chaque pensée tournait en boucle sans jamais trouver d'écho. La présence de René avait brisé cette bulle d'isolement, apportant une bouffée d'air frais dans l'atmosphère confinée de mon chagrin. Je veux vous parler de cette maison, parce que cette histoire, au fond, est une histoire de maison. Pas seulement une histoire de trahison, de signatures falsifiées et d'une affaire judiciaire méticuleusement montée sur 4 longs mois. Non, c'est avant tout une histoire de maison. Une maison qui a vu naître et mourir, grandir et s'effondrer. Patricia avait choisi cette maison. Je me souviens encore de ces week-ends interminables, où nous avions visité pas moins de 11 propriétés, chacune avec ses charmes et ses défauts. Mais aucune ne nous avait vraiment conquis. Puis, un samedi matin de fin septembre, il y a 26 ans de cela, nous sommes entrés au 4814, allée des Platanes, à Lormont, près de Bordeaux. L'air était frais, teinté de l'odeur des feuilles mortes et de l'humidité de l'automne. Le soleil, bas dans le ciel, filtrait par les fenêtres arrière, inondant la cuisine d'une lumière dorée, presque magique. Patricia, mon éternelle Patricia, a marché jusqu'au centre de la pièce, s'est arrêtée, a fait un tour lent sur elle-même, absorbant chaque détail, chaque rayon de lumière. Puis elle a levé les yeux vers moi. Son visage était illuminé d'une certitude que je n'avais jamais vue auparavant. « C'est celle-là », a-t-elle murmuré, et le son de sa voix résonne encore en moi, comme une prophétie. Je savais qu'elle avait raison. C'était une évidence, une sensation profonde, presque physique, que nos vies devaient s'ancrer ici. Nous avons élevé nos enfants dans cette maison. Chaque recoin, chaque fissure dans le plâtre, chaque tache sur le parquet racontait une partie de notre histoire. Nous avions aménagé un jardin luxuriant le long de la clôture arrière, un véritable havre de paix où les rosiers grimpants s'épanouissaient et où les enfants couraient pieds nus. J'avais construit un atelier dans le garage, un espace où le bois et le métal prenaient vie sous mes mains. Et Patricia avait créé un coin lecture douillet dans la chambre d'amis, avec un fauteuil profond et une lampe douce. Nous y avons bâti une vie d'une plénitude particulière, celle que l'on ne trouve qu'en demeurant longtemps au même endroit, en laissant le temps imprégner les murs de souvenirs. Chaque pièce était un écrin pour une mémoire, et la maison elle-même était devenue bien plus qu'une simple structure de briques et de mortier. Elle était un registre, un journal intime de notre existence. J'ai beaucoup réfléchi à ce que cela signifiait que mon fils ait choisi de s'emparer de cette chose spécifique. Pas de l'argent d'un compte bancaire, non. Pas un bijou, ni un investissement, ni un actif abstrait qui aurait pu être séparé de la vie qu'il représentait. Non, la maison. L'emplacement physique de tout ce que nous étions, le cœur battant de notre famille. Je ne sais pas s'il a vraiment compris l'ampleur de ce qu'il prenait lorsqu'il a pris cette décision en octobre. Je me demande s'il s'est assis un jour dans sa voiture, garé devant cette maison, observant la terrasse avant et les fenêtres, et s'il a fait un calcul qui incluait le poids total de ce que cette maison représentait. Ou s'il avait trouvé un moyen, dans la logique tordue de son désespoir, de ne la voir que comme un chiffre, 720 000 €, un actif sur un bilan, une simple solution à un problème pressant. Je pense que c'est probablement la deuxième option. Je crois que le désespoir avait fait son œuvre de réduction. Il avait transformé l'endroit où sa mère était morte, l'endroit où son enfance était conservée, en une simple somme d'argent qu'il pouvait utiliser. Et je pense que cette réduction, cette capacité à opérer une telle réduction, est la chose qui me chagrine le plus chez Marc. Pas la fraude elle-même, non, la réduction. La capacité de regarder quelque chose d'irremplaçable et de n'y voir que sa valeur marchande. Ce n'est pas ainsi que je l'ai élevé, mais c'est apparemment ce qu'il est devenu. Après le décès de Patricia, j'ai continué à entretenir ce registre silencieux.
J'ai peint la terrasse avant de la couleur qu'elle avait toujours voulu, mais que nous n'avions jamais eu le temps de faire. J'ai continué à prendre soin du jardin, à tailler les rosiers, à arracher les mauvaises herbes, comme si chaque geste était une conversation avec elle. J'ai gardé le fauteuil de lecture dans le coin du salon, exactement là où elle l'avait toujours laissé, avec son plaid préféré négligemment posé sur la coudoir. Pendant des années, je n'ai rien déplacé de ce qu'elle avait arrangé, pas un bibelot, pas un livre. Puis, progressivement, j'ai commencé à faire de petits ajustements. Non pas des effacements, mais des ajouts, de nouvelles choses à côté des anciennes. Ma vie continuait, doucement, dans une maison qui avait été la nôtre et qui était maintenant la mienne, imprégnée de son souvenir, mais aussi de ma propre présence solitaire. Mon fils avait décidé de la vendre, sans demander, sans me dire un mot, sans aucune conversation qui aurait pu mener à un résultat différent s'il avait simplement dit « Papa, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide ». Je l'aurais aidé. Je tiens à ce que ce soit clair. Je l'avais déjà aidé par le passé, à maintes reprises. Je l'aurais aidé à nouveau, dans les limites de ce que je pouvais offrir et de ce qu'il était raisonnable de donner. Pas 720 000 €, ce n'est pas un cadeau qu'un père fait au détriment de sa propre sécurité, de son avenir, mais quelque chose qui aurait pu résoudre le problème sans détruire la confiance qui nous liait. Il n'a pas demandé, il a falsifié ma signature à la place. Et ce choix, le choix de ne pas venir me voir, le choix de prendre plutôt que de demander, est la chose à laquelle j'ai le plus pensé au cours des mois qui ont suivi. Pas les conséquences légales, pas l'arrestation, pas l'affaire judiciaire. Le choix. Parce que derrière ce choix se cache une conviction. La conviction que demander n'était pas une option, que la conversation honnête était plus effrayante que la fraude, que venir voir son père et dire « j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide » était plus difficile que de fabriquer une procuration notariée et de vendre la maison que sa mère avait choisie, la maison de son enfance. Je ne sais pas quoi faire de cette conviction. Je ne sais pas si elle reflète quelque chose que j'ai échoué à construire en lui, un déficit dans la sécurité que j'aurais dû lui offrir, ou si elle reflète quelque chose en Marc qui était toujours présent et que je n'aurais jamais pu changer en étant un père différent. J'y pense sans cesse. Je n'ai pas encore de réponse. Mais je suis toujours dans la maison. Et cela compte plus que je ne saurais le dire facilement, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Le processus judiciaire est en cours. Je ne détaillerai pas les spécificités de ce qui se déroule devant les tribunaux, car le processus n'est pas achevé, et parce que ces procédures impliquent une personne que j'aime toujours, même maintenant, même après tout ce qui s'est passé. Mon fils, Marc, a 38 ans et a fait des choix qui lui coûteront cher, des choix avec lesquels il devra trouver un moyen de vivre. Le poids de cette réalité pèse sur moi, une douleur sourde qui ne s'estompe jamais complètement, même si je sais que c'est la conséquence inévitable de ses actes. Ce que je peux vous affirmer, c'est ceci. La maison n'est pas à vendre. La maison reste la mienne. La transaction a été bloquée. Les actes de vente ont été annulés. La fraude a été documentée, soumise et est désormais traitée par les autorités compétentes. Un soupir de soulagement, profond et silencieux, m'a traversé le jour où j'ai su que tout était gelé. C'était comme si un poids immense, invisible et oppressant s'était enfin retiré de mes épaules, me permettant de respirer à nouveau. L'allée des Platanes est toujours mon chez-moi. Le soleil du matin continue de filtrer à travers les rideaux de la cuisine, dessinant des motifs familiers sur le carrelage. Le parfum du café fraîchement moulu emplit l'air, un rituel réconfortant qui ancre chaque nouvelle journée. Le jardin de Patricia pousse toujours le long de la clôture arrière. Les rosiers qu'elle aimait tant, aux pétales d'un rose délicat, s'épanouissent avec une vigueur renouvelée. Je me souviens de l'odeur de la terre humide après la pluie, du bourdonnement des abeilles affairées. C'est un lieu de paix, un témoignage vivant de sa présence, où chaque feuille, chaque fleur semble murmurer son nom. Son fauteuil de lecture est toujours là, dans le coin du salon, près de la grande fenêtre. La lumière de l'après-midi y tombe d'une manière particulière, invitant au repos. Je le vois parfois, vide, et j'imagine Patricia y plonger, un livre à la main, un sourire paisible sur les lèvres. C'est un sanctuaire de souvenirs, un espace où le temps semble s'être arrêté.
La maison qu'elle a choisie, cette maison où elle est entrée, a fait un tour sur elle-même et a dit avec une certitude absolue, c'est ici, et toujours debout, toujours la mienne. Toujours le registre d'une vie qui fut la sienne, puis la nôtre, et maintenant, dans la continuité des choses, la mienne à préserver. Je me souviens de l'éclat dans ses yeux ce jour-là, de l'enthousiasme contagieux qui avait rempli chaque pièce. C'était plus qu'une maison, c'était la promesse d'un avenir, un nid douillet pour notre famille. Il n'a pas pu me la prendre. Non pas qu'il n'ait pas été capable de tenter, mais parce que j'ai prêté attention, parce que M. Henri Bertrand est un homme méticuleux et rigoureux qui sait examiner les documents avec une précision chirurgicale, parce que Denise est une avocate qui bâtit les dossiers avec une solidité inébranlable, parce qu'une notaire, maître Dubois, dans une étude notariale de Bordeaux, a fait son travail avec diligence et a appelé pour poser une question sur une date d'authentification, confirmant sans le savoir la dernière pièce d'un puzzle qui m'avait coûté 4 mois de travail acharné et d'angoisse. Je me souviens de l'appel, de la voix calme de maître Dubois, et de la façon dont mon cœur s'était serré puis relâché en comprenant l'importance de son questionnement. C'était le point de bascule, parce que j'ai monté le dossier, parce que quand j'ai eu des soupçons, je n'ai pas détourné le regard. La tentation était forte, la douleur de la suspicion insupportable, mais quelque chose en moi, une force nouvelle, m'a poussé à aller jusqu'au bout. Permettez-moi de dire une dernière chose, et ensuite je vous laisserai à vos pensées. J'ai une petite fille, Maya, la fille aînée de René, qui a 9 ans et qui a passé 3 jours à la maison de l'Allée des Platanes l'été dernier, pendant que René et son mari s'offraient un voyage d'anniversaire bien mérité. Maya et moi avons planté de nouvelles pousses dans le jardin de Patricia, qui avait besoin d'être un peu rafraîchie. Elle était sérieuse, comme seuls les petits-enfants peuvent l'être avec la terre et les choses qui poussent, agenouillée à mes côtés sous la douce lumière de l'après-midi, pressant chaque graine avec des doigts délicats et concentrés. Le soleil caressait nos visages, et le silence n'était brisé que par le chant des oiseaux et le léger froissement des feuilles. C'était un moment de pure innocence et de connexion. À la fin du dernier jour, alors que René venait la chercher, Maya s'est tenue devant la porte de la terrasse arrière, a regardé le jardin avec un air pensif et a dit « Papy, tu seras toujours là l'été prochain, pour qu'on puisse voir si elles ont poussé ?» Son regard, plein d'espoir et d'une confiance enfantine, m'a transpercé. Je l'ai regardée, sentant une vague d'émotion m'envahir. « Je serai là, » ai-je dit, ma voix peut-être un peu plus ferme que je ne l'avais prévu. Elle a hoché la tête avec satisfaction, un petit sourire éclairant son visage, et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté dans le jardin un peu plus longtemps. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la cuisine comme elle l'avait toujours fait, cette lumière particulière de septembre que Patricia avait remarquée le jour où elle avait dit « c'est ici ». Rien n'avait changé dans cette lumière. Les maisons retiennent la lumière, que les personnes qui y vivent connaissent ou non toute la vérité de ce que la maison contient. Je me suis souvenu de Patricia, debout à cette même fenêtre, les yeux plissés par le soleil, un rêve naissant dans son regard. Je connais toute la vérité. Ma maison est toujours debout. Ma fille appelle 2 fois par semaine. Ma petite fille veut voir si les graines ont poussé. Et mon fils, Marc, que j'aime toujours, qui a choisi ce qu'il a choisi et fera face à ce qu'il doit affronter, est quelque part dans cette histoire, essayant de comprendre qui il veut être ensuite. Je ne peux qu'espérer qu'il trouvera une meilleure réponse que la dernière. C'est le plus que je puisse dire honnêtement. Et à vous, qui écoutez cette histoire, je veux dire quelque chose. J'ai failli perdre cette maison. Non pas parce que je ne faisais pas attention, mais parce que j'ai fait confiance aux apparences plutôt qu'aux preuves. Parce que je me suis dit que le malaise de novembre n'était que du bruit, que le malaise de décembre était une erreur administrative et que le malaise de janvier n'était probablement rien. 3 fois, un signal m'a été donné. 3 fois, j'ai failli détourner le regard. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Cette histoire m'a appris quelque chose de douloureux, mais de nécessaire. L'amour sans vigilance n'est pas une protection. L'amour sans action ne suffit pas. Ma décision de monter ce dossier n'était pas une question de punition. Ce n'était pas une question de colère. Il s'agissait de refuser de laisser quelqu'un que j'aime continuer à causer du tort derrière le masque de la famille.
Parce que la famille n'est pas une raison de permettre le mal. La famille est une raison de prendre le mal au sérieux. Certaines personnes pourraient entendre cette histoire et dire « Il a dénoncé son fils. Il a appelé un avocat. Il a monté un dossier et l'a remis à un procureur. » Moi, je dis « J'ai protégé ma maison. Je me suis protégé. Et, bien qu'il ne puisse pas encore le voir ainsi, j'ai protégé Marc d'une version de lui-même qui aurait continué si rien ne l'avait arrêté. Je n'appelle pas cela de la vengeance. J'appelle cela refuser d'être effacé. Ne présumez pas que les personnes qui vous aiment sont incapables de vous faire du mal. Et n'ignorez pas ce que vous savez parce que le confronter est inconfortable. Faites attention à votre propre vie. Elle vous appartient. Si cette histoire a résonné en vous, si quelque chose en elle vous a touché, gardez-la précieusement. Les récits humains, complexes et imparfaits sont les plus fidèles reflets de notre existence. Merci d'être resté jusqu'au bout. Votre présence ici a un sens. Et une dernière chose, comme toujours, avant de vous quitter, cette histoire, aussi personnelle soit-elle, contient des éléments romancés et des détails composites. Ils ont été créés avec soin, non pas pour masquer la vérité, mais pour protéger les personnes impliquées et pour clarifier le récit, le rendre plus universel. Je sais que ce genre de contenu peut être difficile à entendre, et si ce n'est pas pour vous, je le comprends parfaitement. Mais si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous avez cheminé avec moi à travers ces pages, alors il y a une dernière pensée que je souhaite vous confier, une vérité que j'ai dû apprendre à mes dépens, sous le poids d'un ciel parfois trop lourd. Voici ce que je veux que vous emportiez avec vous. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, d'un amour profond et inconditionnel, et pourtant refuser catégoriquement de le laisser prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est une ligne invisible, mais infranchissable, que l'on trace non pas par manque d'affection, mais par respect de soi et de la justice. Je me souviens de Marc, enfant, ses petites mains agrippant un jouet qui n'était pas le sien, son regard innocent ne comprenant pas encore la notion de propriété. C'était si simple alors. Aujourd'hui, l'enjeu était bien plus grand, le cœur bien plus lourd. On peut aimer son enfant, le fruit de ses entrailles, la chair de sa chair, et malgré tout, monter le dossier contre lui. C'est une douleur indicible, une déchirure qui laisse des cicatrices invisibles, mais c'est aussi un acte d'amour d'une autre nature. Un amour qui dit « Je t'aime trop pour te laisser te détruire, pour te laisser piétiner les fondations de ce qui est juste. » Chaque document rassemblé, chaque conversation avec Denise, chaque pas vers le parquet de Bordeaux était une épreuve, mais aussi une affirmation silencieuse de ce principe. Ce n'est pas une trahison. Non, ce n'est pas cela. C'est une forme de courage, une affirmation de sa propre valeur et de ses limites. C'est le refus d'être effacé, d'être réduit au silence par la peur ou par un amour mal placé. C'est précisément ce à quoi ressemble le fait de prendre sa vie au sérieux, de la considérer comme précieuse, comme digne d'être défendue, même contre ceux que l'on porte dans son cœur. C'est une leçon que le crépuscule de ma vie m'a enseignée, alors que les ombres s'allongeaient sur l'allée des platanes. Alors, je vous en prie, prenez la vôtre au sérieux. Ne laissez personne, pas même ceux que vous aimez le plus, vous déposséder de ce qui vous définit. Votre vie vous appartient.